La première partie de l'émission, on a fait une petite heure 20. C'était pour parler donc de la situation actuelle de Jocelyne concernant son combat contre les institutions, d'où le thème le triomphe de la vérité. Et depuis maintenant trois émissions, eh bien, on s'accorde avant l'émission à parler aussi de, j'allais dire, comment dire, de sujets plus internationaux. Voilà. Donc, je l'ai dit en début d'émission, on va parler de l'actualité, donc conflit israélo-palestinien, Ukraine, Macron destitution, mais on va le prendre sous l'angle des États-Unis, sachant que le 5 novembre, ce sont les élections américaines, et donc Jocelyne tenait absolument à évoquer la politique internationale. Il y a quelque chose vraiment que je voudrais vous dire à vous, parce que je vous estime maintenant, on se connaît un petit peu, et puis je voudrais aussi le dire à votre audience. Donc, comment dire, c'est vraiment important de s'intéresser à la politique internationale, parce que, vous le savez très bien, ce qui se passe en France, c'est maintenant, depuis une vingtaine d'années, vraiment dicté par l'Union européenne. Et comme l'Union européenne est totalement vassalisée par les États-Unis, donc il faut s'intéresser à la politique internationale. Et heureusement, bien sûr, il y a plusieurs chaînes YouTube avec des personnes qui connaissent bien ces sujets. Donc, on peut trouver facilement, si on cherche, on peut trouver facilement des bonnes informations et des bonnes analyses. Mais je tiens à dire aussi que il y a des chaînes étrangères pour les personnes qui vous regardent, Nicolas, et qui savent parler l'anglais ou l'espagnol, peut-être même le russe ou l'allemand. Eh bien, il y a des chaînes étrangères qu'on peut trouver sur YouTube. Et moi, en tout cas, depuis plusieurs mois, je regarde 4 chaînes en anglais et en espagnol. Donc, je regarde RT en anglais et je regarde Al Jazeera en anglais. Et en espagnol, je regarde RT en espagnol et une chaîne qui s'appelle Hispan TV et qui est financée par l'Iran. Et donc, c'est vraiment très, très, très intéressant de regarder ces chaînes régulièrement. Moi, je le fais quotidiennement un petit peu, mais c'est très, très intéressant parce que ce qu'on voit sur ces chaînes, les reportages qu'on voit, d'abord, sont très bien faits, et ensuite, les analyses qu'on voit, mais je vous assure, Nicolas, c'est à 10 000 pieds au-dessus de ce que vous pouvez entendre dans les médias de grand chemin en France. Je ne suis pas surpris parce que le traitement médiatique, par exemple, que ce soit des gilets jaunes, des attentats ou encore du Covid, c'est souvent dans les médias étrangers, et c'est d'ailleurs pour ça que durant le conflit en Ukraine, la première chose qui a été faite, tenez-vous bien, c'est la suppression de RT France et de Sputnik. Bien sûr. In another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union. Et je rappelle d'ailleurs que Zelensky, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a fait fermer des chaînes de télé d'opposition parce que les médias, c'est le premier rempart finalement de la liberté sur la liberté d'expression et sur la vérité, sachant qu'on va revenir donc sur le diapo. Alors voilà. Et donc, juste avant encore une petite précision, c'est pour expliquer, si vous voulez, pourquoi je tenais absolument à traiter ce sujet depuis déjà longtemps. Donc, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai 62 ans. Et donc, si vous voulez, quand j'avais 20 ans, c'était en 1982. Et le premier média auquel je me suis abonnée, c'était évidemment encore des médias papier, et c'était Le Monde diplomatique. Voilà. Et Le Monde diplomatique, c'est d'une richesse incomparable quant à justement l'analyse des relations internationales. À l'époque, on disait relations internationales et aujourd'hui, on dit géopolitique. Et donc, dès que j'ai commencé à lire le Monde diplomatique, eh bien, je me suis aperçue que déjà à l'époque, les États-Unis, c'était vraiment le pays le plus toxique pour un ordre mondial de stabilité, de justice et de respect. C'était vraiment le pays le plus toxique. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, je vais expliquer pourquoi je déteste, mais vraiment je déteste, quasiment tous les gouvernements des États-Unis qui se sont succédés depuis l'origine. Et je vais vous donner une liste de 12 moments historiques des États-Unis qui montrent justement à quel point cet État a une volonté hégémonique sur toute la planète. Et lorsque cet État est en train de perdre son hégémonie, comme en ce moment, eh bien, il y a des gens dans cet État qui sont capables de faire les pires folies pour garder cette hégémonie ou alors pour empêcher d'autres personnes d'avoir autant de pouvoir que les États-Unis. C'est vraiment ça qu'il faut en être persuadé. Alors,
La première chose qu'il faut savoir sur les États-Unis, c'est que leur histoire a commencé par un génocide. L'histoire des États-Unis commence par le génocide des peuples amérindiens, qui étaient des peuples originaires en Amérique du Nord. Voilà, de 1620 à 1890. Vous imaginez, ça fait plus de 2 siècles, 2 siècles et demi de génocide. Le moment fondateur des États-Unis, il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre justement pourquoi aujourd'hui les États-Unis soutiennent, et les États-Unis soutiennent l'État terroriste d'Israël depuis 1948, pourquoi ils le soutiennent encore aujourd'hui. Parce que de toute façon, les États-Unis, ça leur fait absolument rien que Israël soit en train de génocider la population de Gaza. Ça leur fait rien, puisque les États-Unis, ils ont fait la même chose pendant 2 siècles et demi avec les Indiens. Vous comprenez? C'est dans leur ADN. C'est dans leur ADN, mais vraiment. Et quand je dis leur ADN, je parle des gouvernants, évidemment, je ne parle pas du peuple. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier moment des États-Unis. Le deuxième, bah, c'est comme chez nous, hein, mais c'est encore plus fort, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que vous avez la moitié des États des États-Unis qui, pendant là encore 2 siècles, ont pu faire prospérer leur économie grâce à la main-d'œuvre gratuite de l'esclavage. Et ça, encore une fois, il faut pas perdre de vue ça si on veut comprendre à quel point le racisme est encore prégnant dans toute la société des États-Unis. Donc encore une fois, c'est pas difficile de comprendre pourquoi Anthony Blinken, ça lui fait absolument rien de penser aux petits enfants qui sont totalement tués, asphyxiés, amputés à Gaza, parce que de toute façon, pendant des siècles, les États-Unis ont eu l'habitude de faire ça avec la population noire. Enfin, si on ne comprend pas ça dans l'histoire des États-Unis, c'est toujours prégnant. C'est quelque chose qui a été vécu pendant des siècles. Je veux dire, c'est prégnant quand même. Alors, le troisième moment, c'est, on parlait des guerres, justement, on parlait des guerres. Bon, eh ben, est-ce que vous savez, Nicolas, que toute la partie, à peu près, toute la partie ouest, sud-ouest des États-Unis, en fait, les États-Unis l'ont volé au Mexique. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet une guerre brutale entre le Mexique et les États-Unis, mais ce n'est pas le Mexique qui a commencé, c'est les États-Unis qui ont justement envahi les États qui étaient à l'ouest du Texas, et le Mexique a répondu parce que, pour reprendre les belles paroles données par Biden et consorts, eh bien, c'était l'intégrité territoriale qui était violée. Mais ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Et cette guerre a commencé en 1845 parce qu'en 1845, il y avait un État qui appartenait au Mexique, c'était l'État du Texas, mais comme justement il y avait eu depuis des années des colons états-uniens qui étaient venus s'installer dans cet État, eh bien à un moment donné, cet État a voulu déclarer son indépendance par rapport au Mexique, et les États-Unis ont dit « Oh ouais, c'est bien, maintenant il y a les Blancs états-uniens qui sont plus nombreux dans cet État, donc on va vous accepter avec nous ». C'est exactement ce qui s'est passé en 2022 quand il y a eu les 4 républiques à l'est de l'Ukraine qui ont fait un référendum pour pouvoir justement être intégrés à la Fédération de Russie. C'est exactement pareil. Donc, ce que Blinken et Biden et autres là reprochent à Poutine, eux-mêmes l'ont fait en 1845 avec l'État du Texas. Vous voyez ? Et donc là, dans cette guerre, on retrouve une guerre, vraiment une guerre de conquête, une guerre d'expansion. Parce que les États-Unis, de toute façon, avaient déjà en vue d'avoir un État qui aille du Pacifique à l'Atlantique. Ils voulaient vraiment avoir un État sur toute la largeur du continent de l'Amérique du Nord. Et donc, pour eux, le Mexique s'y opposait, eh ben, il fallait balayer le Mexique. Et finalement, bah, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est donc, à partir de 1848, le Mexique a été obligé de signer un accord de paix et a été obligé de céder aux États-Unis, les États de Californie, d'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Nevada, enfin voilà, tous les États qui ont un nom espagnol, eh ben ils viennent de cette conquête, de cette guerre de conquête des États-Unis contre le Mexique au milieu du 19e siècle. Vous voyez ? D'accord. Ah, ça, je savais pas ça. Alors, une autre guerre aussi d'expansion et de colonialisme qui ne dit pas son nom. Là, vous voyez le petit garçon, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit le mot Cuba. Vous voyez, Cuba. Et le crocodile, il a marqué le monde ancien. Donc, en fait, c'est une guerre qu'ont déclenché les États-Unis contre l'Espagne en 1898. Pourquoi ? Parce qu'il y avait donc l'île de Cuba
qui est en face de la Floride, à quelques centaines de kilomètres de la Floride. Et cette île appartenait à l'Espagne, qui était encore un empire, un tout petit empire colonial. Et donc, Cuba voulait son indépendance. Donc, Cuba a commencé par faire une révolte armée, évidemment, pour avoir son indépendance. Et les États-Unis se sont dit, ouais, ça serait bien d'avoir justement cette petite île comme associée, hein, comme vassale. Et donc, on va l'enlever à l'Espagne et justement, on va la ramener chez nous. Ça, c'était le raisonnement des États-Unis. Et donc, les États-Unis, officiellement, pour aider l'indépendance de Cuba, les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Espagne et en plus, ils ont fait un attentat dans un port de Cuba en faisant croire que c'était l'Espagne qui avait fait sauter un navire états-unien et en fait, c'était pas vrai. Donc, ils sont entrés en guerre contre l'Espagne, et ben, ils l'ont battu en 3 mois et l'Espagne a dû céder Cuba. Et vous le savez bien, Nicolas, une fois que Cuba a été officiellement indépendante et séparée de l'Espagne, eh bien Cuba en fait a été colonisée par des Américains, de riches Américains, qui en fait voulaient la transformer en l'île au plaisir. Et donc, quand il y a eu une autre révolution à Cuba en 1959 et que c'est Fidel Castro qui a imposé une révolution socialiste, alors là, ça n'a pas plu aux États-Unis. Et donc, depuis 1962, ils imposent un embargo à Cuba depuis 1962. Donc, vous voyez, c'est cette mentalité, on veut conquérir des territoires, ou alors si on ne les conquiert pas officiellement, en tout cas on a des vassaux, et si jamais il y a des gens qui nous résistent, alors là on essaie de les étrangler avec un embargo ou un blocus ou les sanctions, ou alors on essaie de les détruire ou de les vassaliser. Voilà, c'est ça leur objectif. D'accord. Très intéressant, je ne savais pas tout ça. Alors, un autre moment historique aussi qui vous montre à quel point, justement, les États-Unis détestent la Russie et voudraient dépecer la Russie, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de 1918, c'est-à-dire un an après la révolution bolchevique. Donc là encore, les États-Unis, pays du capitalisme évidemment, ne pouvaient absolument pas supporter qu'il y ait un État avec aussi grand que la Russie et avec d'aussi grandes richesses et ressources que la Russie, qui deviennent un contre-modèle économique. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Et donc, est-ce que vous saviez, moi je ne le savais pas avant il y a 2 ans, hein, donc est-ce que vous saviez que pendant 3 ans, presque 4, entre 1918 et 1922, eh bien en fait, ce n'est pas une guerre civile qu'il y a eu en Russie entre les rouges et les blancs, entre les bolcheviks et puis les Russes qui voulaient faire revenir au tsarisme. Pas du tout. C'était une guerre internationale parce qu'il y a eu une quinzaine de pays qui se sont justement ligués, qui se sont alliés pour essayer d'empêcher le régime bolchevique de se maintenir pendant 3 ans. Et donc, parmi ces alliés, il y avait bien sûr les États-Unis, il y avait la France, il y avait l'Italie, il y avait la Grande-Bretagne. Donc, en fait, c'est le régime bolchevique qui venait de naître a été obligé pendant 3 ans de lutter contre une quinzaine d'armées différentes sur son sol. Vous voyez ? Alors, on en vient à des choses encore plus horribles parce qu'elles sont plus modernes et que la technologie a changé. Eh bien, les bombardements de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que vous saviez, Nicolas, que les États-Unis, hein, chantres du respect des peuples et des nations, etc., ils ont bombardé Tokyo, c'est-à-dire qu'ils ont bombardé une ville qui est remplie de civils. Il n'y avait aucun objectif militaire à Tokyo. Ils ont bombardé Tokyo à plusieurs reprises entre 1942 et 1945. Et ils l'ont bombardé à certaines fois avec des bombes incendiaires. Des bombes incendiaires. Donc ça, c'est ce que les États-Unis ont fait pendant 3 ans à des populations civiles. Et là encore, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, quand cet État terroriste et criminel d'Israël bombarde des populations civiles à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban, mais les États-Unis s'en foutent parce que de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Vous voyez ? Alors, comme si ça ne leur suffisait pas, c'est la diapo suivante. Et ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, le président Truman? Eh ben, le 6 août 1945 et le 9 août 1945, ils ont lâché les 2 bombes atomiques sur des civils. Sur des civils.
Là encore, je pense que c'est vraiment quelque chose que ces ignorants de profs aujourd'hui ne savent pas expliquer aux gosses, à quel point ces deux événements, mais c'est insoutenable, c'est totalement inhumain. Et ça a été fait par le pays qui se veut le pays de la liberté, etc. Mais c'est une hypocrisie absolument récurrente. Si je peux me permettre, Jocelyne, c'est que en réalité, depuis la naissance des États-Unis, qui n'est pas là depuis 1000 ans, qui est là depuis quelques siècles seulement, il n'y a presque pas eu une journée depuis leur existence où il n'y a pas eu de guerre ou de saloperies faites dans le monde. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la plupart des services secrets, des renseignements généraux, etc., qui surveillent et contrôlent le monde sont aux États-Unis. CIA, etc. Le scandale Echelon que Edward Snowden a révélé, c'est les États-Unis. Absolument. Et il faut rappeler que j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur le 11 septembre. Et donc, à partir de là, on voit bien que les États-Unis pilotent. Dans ce que vous dites, ce que je retiens, c'est le fait que si les États-Unis aujourd'hui sont en train de perdre leur hégémonie, et c'est tant mieux, d'accord ? Si les États-Unis sont en train de perdre leur hégémonie, c'est parce qu'effectivement, il y a d'autres États qui prétendent, et c'est peut-être là où on n'a pas la même interprétation, non pas à remplacer l'hégémonie des États-Unis, mais à effectivement mettre en place une vie commune entre les États, entre les 194 États du monde aujourd'hui, une vie commune qui ne soit pas basée comme les États-Unis ont réussi à le faire depuis le 19e siècle, qui ne soit pas basée sur la compétition, sur le désir de supplanter l'autre, voilà. Et je pense… Et puis, il n'y a pas que ça, parce que c'est le titre de notre émission ce soir, le triomphe de la vérité, c'est la période d'apocalypse, c'est-à-dire que les gens, en tout cas ceux qui veulent bien ouvrir leur esprit et ne pas rester cantonnés aux télévisions mainstream, eh bien, commencent à prendre conscience, même s'il a fallu du temps et qu'il faudra encore du temps, mais à prendre conscience que finalement l'Eldorado américain, que le rêve américain, etc., et surtout fait de cauchemars. Exactement, tout à fait. Voilà. Et moi, je me concentre, là, ce soir avec vous, je voulais vraiment me concentrer sur tous les événements toxiques, inhumains, criminels, que les États-Unis, en tant qu'État, ont fait, ont produit, ont généré depuis leur naissance. C'est vraiment ça sur quoi je voulais me concentrer. La guerre du Vietnam, et juste avant, Nicolas, de parler de la guerre du Vietnam, je voulais répondre à un commentaire justement qui était dans dans un des commentaires que je trouvais très pertinent. Une personne dit, mais c'est aussi les banques qui financent les guerres. Oui. Donc, c'est tout à fait vrai. Quand vous m'avez demandé, Nicolas, qui finance les guerres, évidemment qu'il y a des banquiers qui financent les fabricants d'armes. Il est évident que tous les fabricants d'armes se frottent les mains lorsqu'il y a des guerres nouvelles qui apparaissent ou lorsqu'il y a des guerres anciennes qui ne se terminent jamais et qui continuent. C'est évident. Et comme les fabricants d'armes sont financés aussi parfois par des prêts bancaires, il est évident que c'est ce genre cette catégorie d'individus, que ce soit les banques ou que ce soit les fabricants d'armes, trouvent évidemment bénéfice à ce qu'il y ait des guerres qui apparaissent ou qui continuent. Je suis d'accord avec ça, bien sûr. Très bien. Alors, une autre guerre abominable que les États-Unis ont menée contre justement un pays qui voulait son indépendance et contre une population civile, c'est la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975, donc 20 ans. Vous imaginez 20 ans. Et là, je n'ai pas mis une image qui montre les horreurs que le gouvernement des États-Unis a commises, comme par exemple l'agent orange ou le napalm pour brûler les populations. Enfin, c'est une horreur, quoi. Il faut toujours se rappeler que les États-Unis ont fait ça, quand même. Et ensuite, voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, je crois, vous avez parlé de septembre, mais en 73, il y a eu Pinochet aussi. Voilà. Vous avez parlé des services secrets. Donc, effectivement, en 1973, un gouvernement élu démocratiquement, un président élu démocratiquement, qui va appliquer une politique sociale pour son pays en Amérique latine, comme l'Amérique latine, depuis le milieu du 19e siècle, est considérée par les États-Unis comme leur arrière-cour, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait des États qui deviennent un petit peu trop indépendants des États-Unis. Donc, la CIA fait un coup d'État et du coup, le président Salvador Allende est assassiné.
Donc, les États-Unis sont experts dans les coups d'État. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils essaient de faire actuellement au Venezuela avec Nicolas Maduro. Donc, voilà le pays qui prétend donner des leçons de démocratie au monde entier. Un pays qui a fait un génocide, un pays qui ne fait que des guerres, un pays qui a bâti sa fortune sur l'esclavage, un pays qui fait des ingérences et des coups d'État dans les autres nations. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Alors, vous parliez de la Serbie tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est quelque chose, Nicolas, que moi, j'ai appris il y a quelques années. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que Belgrade, ça a dû me passer un petit peu au-dessus de la tête quand ça s'est passé, si vous voulez, mais à Belgrade, en 1999, la ville entière et donc les populations civiles ont été bombardées pendant 78 jours. Enfin, il faut imaginer ça. Par l'OTAN. Et l'OTAN, bien sûr, c'est le bras armé des États-Unis. L'OTAN emporte le vent, oui. Ah non, mais c'est abominable. Et la suite, alors on en arrive à l'invasion de l'Irak. Ah oui, de alors la Madeleine, oui, c'est… L'invasion de l'Irak. Ah oui, le géniste en chef, oui. Voilà, donc la célèbre Madeleine Albright, qui était l'ambassadrice des États-Unis, je crois, à l'ONU, eh bien, dans un entretien, le journaliste lui demande, bon, bah écoutez, madame, quand même, depuis 1991, la première guerre contre l'Irak, avec l'embargo que nous, on a mis contre l'Irak, ça a causé la mort de 500 000 enfants. Est-ce que vous pensez que ça en valait la peine? Et cet individu absolument abominable, criminel, qui répond… Oui, bon, c'est vrai que c'était une décision difficile à prendre, mais je pense que nous pensons que ça en valait la peine. Nous pensons que ça en valait la peine. Vous vous rendez compte? Voilà ce que c'est les États-Unis. Voilà ce que c'est les gouvernements des États-Unis. Ah non, mais… Alors, en parlant de la liberté d'expression… Je voudrais qu'on ait pensé aussi pour Rainer Fulmich, qui en ce moment… voilà, mais vous savez aussi bien que moi que l'Allemagne est aussi vassale des États-Unis. Donc, le cas de Julian Assange, hein, n'est-ce pas? Donc, Julian Assange, c'est très bien, la liberté d'expression, c'est très bien, sauf que quand Julian Assange, il révèle un crime de guerre, justement, de militaires américains en Irak, qui, du haut de leur hélicoptère, canardent des civils, hein, lorsque Julian Assange et Wikileaks révèlent ça, alors là, Julian Assange devient un espion et il faut absolument lui fermer la bouche. Donc, c'est exactement ce que font les États-Unis en ce moment, en prenant de nouveau des sanctions contre RT et Sputnik, parce qu'ils ont trop peur que les gens votent Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Je précise, chère Jocelyne, aussi que la France, qui se targue d'être pays des droits de l'homme, du citoyen, de mon cul sur la commode, parce qu'il faut à un moment arrêter de prendre les gens pour des cons aussi, n'a jamais voulu accueillir Julian Assange, même pas Edward Snowden. La Russie a accueilli Edward Snowden. Voilà ce que fait le gouvernement des États-Unis qui prétend, qui a mis la liberté d'expression comme premier amendement de sa constitution. Alors, eh ben, on en vient à l'Ukraine, hein, parce que je suppose que vous et votre audience, vous savez très bien que les États-Unis soutiennent les ukronazis de Kiev. Je me suis trompée là, j'ai écrit Kiev, mais c'est Kiev, depuis 2004. Depuis la révolution orange, la soi-disant révolution orange de Yushchenko en 2004. Et là, vous voyez une image. L'excellent reportage de 2014 d'Anne-Laure Bonnel sur le Donbass. Oui, tout à fait. Ça, et le documentaire aussi de Paul Morera. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Morera. J'en ai entendu parler, oui. Un documentariste français, oui, et donc lui aussi, il a fait en 2015 un documentaire qui s'appelait Les visages de la Révolution, et dans lequel il commençait à faire comprendre que cette soi-disant révolution humaniste, démocratique, etc., en fait, c'était manipulé par les groupes extrémistes ukro-nazis. Et la photo que vous voyez là, Nicolas, elle est absolument pas manipulée, d'accord? Elle n'a pas été retouchée. Donc, vous avez des individus, hein, c'est ce qu'on appelle les qui n'ont aucun problème, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et les États-Unis sont parfaitement au courant de cela. Ils sont parfaitement au courant de cela. Et ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont toujours voulu depuis 2004, pour justement couper l'Ukraine de la Russie, c'est encourager le nationalisme néo-nazi des Ukrainiens de l'Ouest, pour justement arriver à mettre en place des gouvernements à leur botte. Et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire en 2004 puis en 2014. Saviez-vous que le premier président de la Commission européenne
européenne était un ancien nazi ou que celui qui dirigeait la NASA était un ancien nazi. Vous savez, les nazis ne sont pas morts en 1945. Hein. Tout à fait. Mais ça, au mois d'octobre, on va beaucoup en parler. Donc oui. je laisse et ça là, pour... justement, ah ben c'est rigolo que vous me parliez de ça, Nicolas, parce qu'une diapo que j'aurais voulu mettre, mais bon, sinon, il y en aurait eu trop, c'est justement l'opération Trombone en français et l'opération Paperclip en anglais. C'est une opération donc, qui a commencé et qui a été organisée par la CIA, qui a commencé en 1944. Et comme vous le dites, eh bien, c'est 1500 chercheurs et savants allemands nazis qui ont été récupérés par les services secrets états-uniens et qui ont été recyclés, et dont effectivement celui qui est devenu le chef de la NASA. Alors, il y a une précision dans les commentaires parce que certains disent que ce n'est pas depuis 2004, mais depuis 2014. Non, 2004, c'est la révolution orange où, pour la première fois, il y a eu le président Yushchenko qui a été élu avec sa première ministre qui s'appelait Timoshenko, et eux, ils étaient totalement inféodés aux États-Unis et ils étaient pro-Occident en 2004. Alors, et ensuite, je me permets de faire un partage d'écran pour prouver les propos, pour pas qu'il y ait de quiproquo ou quoi que ce soit. Oui. Je viens de regarder, voilà. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Voilà, Révolution orange, donc le 23 novembre 2004, une manifestation pacifique rassemblant environ un demi-million de défenseurs de Loutchenko a eu lieu sur la place de l'Indépendance à Kiev, devant le siège du Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada. Les manifestants arboraient des drapeaux de couleur orange, symbole principal du mouvement. Voilà. Voilà. Ça, alors, ce qu'il faut savoir, Nicolas, c'est qu'en 2004, donc c'était l'élection présidentielle, d'accord? Et donc, si vous regardez toutes les élections présidentielles en Ukraine à partir du début du XXIe siècle, vous avez toujours un partage entre l'Ouest qui est en gros pro-Occident et l'Est qui est plutôt pro-russe. Et donc, en 2004, la première élection présidentielle avait donné Yanukovych comme vainqueur. Et donc, Yanukovych était plutôt celui qui représentait la population de l'Est de l'Ukraine et qui était favorable à un accord économique avec la Russie. Et les États-Unis, qui ne se satisfaisaient pas de voir la victoire de Yanukovych, ont justement financier et soutenu les manifestations qui disaient, à cette époque-là, mais non, c'est pas vrai, il y a eu une fraude électorale, c'est pas vrai, on veut recommencer, etc. Et à cause de ces manifestations soutenues par les États-Unis, il y a eu un troisième tour électoral en 2004, et c'est là que Yushchenko a été élu. Mais c'est pour ça que je dis que les États-Unis soutiennent les ukro-nazis de Kiev depuis 2004. Et donc, j'en arrive à l'avant-dernière diapo. Donc, ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et au Liban depuis plus d'1 an aujourd'hui, eh bien, c'est que l'État terroriste, sioniste, raciste, criminel d'Israël, qui est le bébé monstrueux des États-Unis, qui est le représentant du sionisme criminel, eh bien cet État, il est soutenu à bout de bras par les États-Unis. Et donc, lorsque Netanyahou est allé le 24 juillet 2024 au Congrès des États-Unis et qu'il a été ovationné à 56 reprises, le 24 juillet 2024, il a été ovationné, Nicolas, à 56 reprises par le Congrès des États-Unis, eh bien Netanyahou a déclaré, vous le voyez entre guillemets, c'est vraiment ce qu'il a dit, il a dit « Give us the tools, we'll finish the job ». Donnez-nous les outils, nous allons finir le travail. Et finir le travail dans la tête de ce criminel qu'est Netanyahou, ça veut dire exterminer la population de Gaza ou les obliger à quitter Gaza. Et il est en train de faire la même chose avec la Cisjordanie et avec le Liban. Et il faut toujours rappeler que Israël est une puissance occupante depuis 1967. Donc, quand on nous rebat les oreilles avec « oui, Israël a le droit de se défendre », eh ben non, Israël n'a pas le droit de se défendre parce que depuis 1967, Israël est une puissance occupante et ça a été reconnu le 19 juillet 2024 par la Cour internationale de justice de l'ONU. Voilà. Alors, pour plus de précision, le 8 octobre, je ferai une soirée spéciale avec Youssef Indy sur son ouvrage « Le conflit israélo-palestinien ». Un livre limpide, facile à comprendre. On va parler bien sûr de la déclaration de Balfour 1917, etc. Et donc,
ensuite, Et Maduro, donc, on en parlait. alors juste, si vous Ouais. pouvez revenir à la diapo d'avant, Nicolas. Donc, juste ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, toutes les images que je vous ai montrées là jusqu'à présent, donc soit ce sont des photos d'archives, soit ce sont des caricatures. Parce que justement, je fais beaucoup de recherches pour trouver des caricatures, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait percuter parfois beaucoup plus vite que Ouais, des elle est discours. très parlante, cette caricature, je Voilà, trouve. elle est vraiment, je trouve, malheureusement magnifique, quoi. Voilà. Et ça Et se sent donc, que c'est pas Charlie Hebdo qui l'a faite. pardon? Et ça se sent que c'est pas Charlie Hebdo qui Ah l'a bah faite. non, non, non. Ils ont autre chose à faire. Ouais. Et donc la dernière, c'était quand même pour terminer sur une note d'espoir. Donc c'est ce qui se passe au Venezuela depuis juillet 2024. Donc au Venezuela, il y a eu aussi une révolution socialiste par un monsieur qui s'appelait Hugo Chavez. Et donc, je crois que c'était dans les années 80, ça, je peux pas en être sûr. C'était dans les années 80-90. Et donc, les États-Unis se sont, mais ils n'ont pas cessé de vouloir mettre à bas les dirigeants socialistes du Venezuela, tout simplement aussi parce que le Venezuela a d'énormes ressources pétrolières et que les États-Unis voulaient avoir un gouvernement fantoche pour pouvoir justement s'approprier ce pétrole. Et donc, ils avaient essayé en 2019, si vous vous souvenez, il y avait eu un opposant à Maduro qui s'appelait Juan Guaido. Donc, l'élection avait été parfaitement correcte, avec des observateurs internationaux parfaitement corrects. Et donc, Maduro avait gagné. Et les États-Unis et l'Union européenne, évidemment, avaient voulu faire croire qu'il y avait eu une fraude. Et donc, ils avaient autoproclamé un type inconnu au bataillon qui s'appelait Juan Guaido. Et puis, comme ça n'avait pas marché, eh bien, finalement, le Juan Guaido, il est allé aux oubliettes. Et donc là, ils ont voulu recommencer, les États-Unis. Il y a eu donc une élection le 29 juillet 2024. Moi, je peux vous dire, parce que justement, je suivais tous les jours RT en espagnol et je regardais énormément de reportages. J'ai entendu des témoignages d'observateurs internationaux. Donc, l'élection s'est parfaitement bien passée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est une cyberattaque, justement, contre le système de vote qui est entièrement électronique au Venezuela. Dominion. Pardon? Dominion. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, non. C'est vraiment un système maison, un système fait maison. Ah, Et c'est c'est un artisanal. système de vote électronique qui est parfaitement sécurisé. Mais justement, il y a eu cette cyberattaque le jour de l'élection, et ce qui fait que ça a énormément retardé l'apparition des résultats. Et du coup, à la suite, le lendemain du vote, du 29 juillet, eh bien, les deux opposants principaux de droite qui étaient soutenus par les États-Unis, ils ont là aussi financé et organisé des manifestations contre Maduro, et ces manifestations sont devenues violentes, mais violentes exprès. Il y a eu 124 morts, notamment dans les forces de police. Et là où je veux en venir, c'est que Maduro, qui savait très bien qu'il était dans le collimateur des États-Unis, ce qu'il a fait avec une retenue aussi forte, je trouve, que celle de Poutine, c'est qu'il a fait les choses totalement régulièrement à l'intérieur du système constitutionnel du Venezuela, et il a transmis à la Cour suprême, en quelque sorte, du Venezuela, qui s'appelle le Tribunal suprême de justice. Il lui a dit, voilà, on m'accuse d'avoir fraudé, eh bien, je vous transmets tout le dossier et je vous demande de rendre votre verdict. Et ce Tribunal suprême de justice, Nicolas, a fait plusieurs audiences publiques, télévisées, où tous les autres opposants politiques à Maduro sont venus témoigner, sauf le principal, justement, qui disait que c'était lui qui avait gagné l'élection. Et donc, ce type-là, qui s'appelle Edmundo González, qui est maintenant en Espagne, il a refusé à 4 reprises de venir se présenter devant le Tribunal suprême de justice du Venezuela, à 4 reprises, alors que tous les autres opposants politiques sont venus. Mais lui, tout seul, il n'est pas venu, alors qu'il prétendait sur son site internet qu'il avait les preuves de la fraude, etc. Mais en fait, c'était que des bobards. Et donc, Maduro a gagné l'élection, ça a été officialisé par la Cour suprême de justice avec publication des résultats, etc. Et donc, il a réussi, si vous voulez, à se sortir du piège dans lequel les États-Unis voulaient le faire s'empêtrer. Et moi, jusqu'à présent, je trouve que c'est un bon signe d'optimisme de résister au néocolonialisme des États-Unis et à leur volonté hégémonique. Voilà. C'est pour ça que je voulais terminer sur une note d'espoir.